Bonjour Anne. Bonjour Lilou. Ah, ravie de pouvoir faire cette interview sur ton tout nouveau livre chez Albin Michel. Il suffit parfois d'un signe. Ah, je sens qu'on va avoir une conversation délicieuse aujourd'hui, Anne. Et dense, Et comme dense, le livre, parce peut-être. que pour avoir lu ton livre, écoute, c'est vrai qu'il y a bon, le titre, je me suis dit au départ, bon, c'est un sujet qui est énormément abordé. Donc il fallait quand même oser écrire un livre dessus. En même temps, tu es médium, donc tu es ancienne prof de français, devenue médium. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être un peu léger par rapport à la densité et la profondeur de ce que tu recueilles au travers de tous ces témoignages de défunts. Et en même temps, tu as réussi à nous, même pour ceux qui sont plus avancés sur ce sujet, à nous emmener sur, surtout à nous faire découvrir vraiment multiples facettes des signes et comment aller encore plus les utiliser en fait pour nous accompagner sur notre chemin. Donc bravo parce que j'ai reçu, c'est marrant parce que ce titre, il y a eu d'autres livres qui sont sortis à peu près avec un titre similaire et que j'ai refusé assez rapidement en interview et le tien c'était clair et net, il fallait qu'on fasse cette interview, donc je suis ravie. Merci à toi. Donc alors quand même, tu as un parcours atypique j'ai envie de dire, mais ça arrive à de plus en plus de personnes en ce moment. Bon là c'est pas rien de partir de l'enseignement pour et d'avoir fait des études littéraires pour finalement comment dire, faire ton coming out spirituel. Ouais. Parce que c'est ça, hein, à peu Ouais. près. Hein. Et oui, bon, on a des parcours un peu similaires dans le côté très académique et puis un jour le lâcher prise et puis aussi le chaos parce que du chaos naît une jolie création et moi je me suis retrouvée dans mon chaos personnel et à un moment donné où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a une différence entre être une passionnée de littérature, ce qui est mon cas, et avoir envie d'enseigner et en faire une mission de vie, ce qui est tout à fait différent. Mais moi à l'époque, mission de vie, que faire, c'était pas encore dans mes prérogatives, mais la vie m'a placée face à ces questions existentielles, en tout cas. Ouais. Alors, est-ce que c'est finalement, parce que pour avoir interviewé plusieurs médiums, la question du pragmatisme, de la rationalité finalement de cette pratique revient, ou en tous les cas, on sent que ça devient, c'est pas que ça devient de plus en plus tangible, mais les témoignages sont quand même suffisamment concrets pour Ouais. en arriver à un endroit où on se dit, mais finalement, oui, c'est pragmatique tout ça. Oui, et on remercie quand même tous les scientifiques qui ont bien voulu mouiller leurs mains aussi dans cet univers. Raymond Moody, Ben Alexander, enfin bref, j'ai pas besoin de professeur Charbonnier, etc. C'est quand même des scientifiques qui ont un jour se sont dit arrêtons de mettre des poncifs, des clichés là-dessus. Et si finalement on décortiquait un peu cet exercice médiumnique, moi j'ai toujours considéré l'exercice médiumnique comme un exercice en classe et je le traite toujours de la même façon, comme un contrôle, tu sais, voilà, j'ai ma feuille blanche et je ne sais pas ce que je vais dire, mais je dois avoir un rendu et une exemplarité à chaque fois, qu'elle soit dans mon exercice déontologique, éthique, et puis dans l'accompagnement aussi avec les gens. Donc je raisonne exactement de la même façon finalement. J'ai pas changé mon modus operandi. Hein. Ouais. Et tu Mm. l'as senti ce phénomène de chasse aux sorcières, enfin tu l'évoques par moments et tu expliques comment l'être humain a quand même bien changé et qu'on a perdu, tu nous dis, cette magie du divin dans notre quotidien. Qu'est-ce que... Tu ressens cette chasse aux sorcières toi Bien personnellement? sûr, mais bien sûr. Parce que tu es quand même invité sur les grands médias, donc... Oui, aujourd'hui, mais par contre, dans mon quotidien, rien n'a changé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce métier, j'ai dû faire 5 banques pour ouvrir un compte professionnel. Quand on me voyait arriver, tu vois, je fais le geste comme ça, mais c'était vraiment un rejet. Tous les jours encore, quand je parle de ma profession aux gens, il y a des avis, évidemment, hyper contrastés. Et parfois même, il y a des mouvements, tu sais, le langage corporel en dit bien plus que tout un dictionnaire. Et je vois encore des gens qui ne m'abordent pas ou qui tournent leur route pour ne pas m'aborder. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Malgré tout, il y a beaucoup de peur, beaucoup de mysticisme encore. Non, non, je paye cher la note. Hein. Je parle pas des haters, bien évidemment. C'est encore difficile à porter. Ouais, bien sûr. C'est encore difficile à porter, mais on se rend compte en lisant que ton livre quand même arrive parfaitement à temps. Et Ouais. que, en effet, d'écouter ces signes, d'autant plus en ce moment, où on avance dans l'inconnu quand même, encore plus que Oui. jamais, où on ne sait pas trop où tout ça va, c'est quand même précieux.
Ouais, moi, ça fait 14 ans que je fais vraiment cette profession, métier, je sais même pas comment le dire en fait, hein. En tout cas, que j'ai changé radicalement ma vie et que j'accompagne les gens tout d'abord dans le deuil et les épreuves. Mais je suis heureuse de voir que depuis 6-7 ans, maintenant, j'ai des gens qui s'assoient dans mon cabinet et qui me disent, je veux savoir ce que je fais ici, je veux savoir quel est mon rôle sur Terre, voilà, je fais ci, je fais ça, ma famille, c'est bien beau tout ça, mais quelle est l'essence même de ma venue sur Terre? Il y a encore quelques années, j'aurais pas du tout eu ce genre de réflexion. On m'aurait demandé ce qui n'est pas grave, hein, si on allait gagner au loto, si on allait rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, ce qui sont encore des questions essentielles. Mais je vois que réellement les questions existentielles sont posées avec... les gens viennent, tu sais, ils ne viennent pas par hasard, ils viennent déjà préparés avec des questions tangibles et c'est déjà le fruit d'une préparation et ça me fait plaisir. Parce que Ouais. souvent, quand on entend parler d'une médium, rien que là, déjà, souvent, il y a des signes qui arrivent avant même qui nous préparent à cette rencontre, finalement. Exactement. À partir du moment où on pose l'intention quelque part, mais c'est pas toi que je vais le dire, on a déjà pris rendez-vous avec l'univers et il y a déjà une corrélation synchronistique qui va se mettre en place. Et les gens me disent, ah mais oui, mais 2 jours avant, un tel m'a dit, ou par hasard j'ai regardé un documentaire et en fait le rendez-vous est déjà pris. Et je leur dis, mais ça y est, il y a tout qui s'est déjà mis en place. D'abord pour qu'on se rencontre, parce que parfois c'est difficile de faire voilà, se rencontrer nos agendas. Et après, il y a déjà une préparation intérieure sans qu'ils ne le comprennent, hein. Et ça, je trouve ça assez... Moi, à chaque fois, ça Oui. m'émerveille, en fait. Ouais. Parce qu'il y a quand même un timing. Tu nous dis, il n'y a pas de timing là-haut ou dans l'au-delà. Et pourtant, pour nous, il y en a un quelque part à recevoir cette information. Ouais, il y a un timing pour les grandes rencontres et les grandes épreuves, pour moi. La seule latitude qu'on a, c'est le timing entre le timing. Combien de temps vais-je mettre à prendre cette décision? Combien de temps vais-je mettre à quitter cette personne avec laquelle je sais finalement que je ferai pas mon chemin de vie? C'est la seule latitude, c'est souvent ce que je dis. Est-ce que je vais prendre l'autoroute, la nationale ou la départementale pour aller jusqu'au chemin? Mais le rendez-vous est déjà pris. L'épreuve, qu'elle soit positive ou négative, on va y aller. Et le message qui est donné, parce que des fois ça me fait penser à comme de l'information qu'on a besoin d'avoir Oui, à un moment qu'on n'a peut-être pas su percevoir dans les signes justement. c'est ça, c'est exactement ça. Et que quelque part on va parler à des messagers comme toi ou des ponts Ouais. de communication entre ces deux mondes pour recevoir l'info, une info qui est précieuse. C'est exactement ça. Moi, je parle souvent de mon livre d'Hermès, qui est le dieu des voyageurs, qui est au carrefour de leur voyage et qui vient les aiguiller dans justement leur pérégrination. Il y a aussi bah, les oracles de Delphes qui étaient là pour délivrer les messages, les augures. Il y avait déjà toutes ces fonctions-là, en fait, de messagers, de gens sur la route qui étaient là pour donner les grandes directives que l'on suit ou pas. Mais je me considère un peu comme ça. Alors, pas comme une déesse, hein, mais en tout cas comme un outil de transmission et de communication à ce que les gens appellent leur carrefour giratoire personnel. D'ailleurs, quand ils viennent me voir, ils me disent, je sens que je suis à un tournant, je sens que je suis à un carrefour. Et j'ai tout de suite cette image d'Hermès avec ses ailes dorées qui va hop, venir aider ou en tout cas éclairer bah, les voyageurs, parce qu'on est des voyageurs terrestres hein, sur notre chemin. C'est ça en fait. La métaphore qui me vient tout de suite, c'est celle-là. Ouais. Ouais. Mm. Mais des fois, on n'est pas tout à fait capable d'entendre le message ou Non, ben non. qu'est-ce qui se passe Ben, il y a évidemment tout ce que Freud appellerait notre surmoi, le mental, l'éducation, mais aussi les efforts. Quand on a la certitude de bien faire, on n'a pas forcément envie de se dire qu'on se trompe. On a aussi envie d'être le reflet de ce que les autres ont envie que nous soyons. Et nos premiers grands exemples, bah, ce sont nos parents, ce sont nos professeurs, nos censeurs, nos hommes de foi. On a envie aussi d'être dans le bon élève. Je suis bien placée pour le dire ayant enseigné et à un moment donné, on voit pas tous les signes qui se présentent sur notre route pour nous dire tu te trompes, tu vas te planter et on va gentiment t'aider à te planter d'ailleurs si tu n'arrives pas à percevoir les signes sur ta route. parce Ouais, que là, clairement, les burn-out se multiplient, hein. Là, on sent que, bon, là, on fait cette interview au début de l'été. Pour certains, c'est même difficile d'attendre jusqu'aux vacances. Et oui, encore, ces vacances sont encore mouvementées par d'autres actualités. tout Donc, à fait. on sent, tu dois le sentir dans tes séances, non? Les Oui. gens, tu dois sentir le pouls général.
Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup disent que les confinements ont été des catalyseurs, des aides, hein. C'est-à-dire que finalement, et on l'a vu au sens propre du terme, nous avons été arrêtés à un moment donné sur notre route. On nous a forcés à la pause. Donc la pause introspective, que nous l'ayons voulu ou pas, elle est arrivée dans nos vies. Certains, ça a été plus violent parce qu'ils ont perdu un travail, d'autres un couple, d'autres des gens de leur famille. Ça a poussé vraiment comme si on mettait une loupe sur les détails infimes de leur vie qu'ils n'avaient pas vus et qui tout d'un coup leur sautent aux yeux, et ils ont une prise de conscience qui est encore plus forte parce que le monde s'est arrêté pour la première fois finalement. L'horloge mondiale et terrestre a dû s'arrêter en même temps pour tout le monde, ce qui n'arrive jamais, et ça a créé en fait, tu vois, en interaction des choses encore plus fortes énergétiquement, et des remises en cause plus profondes. Mais tu sais ce que j'entends beaucoup? Par la suite, les gens remercient de cela, en fait, hein. Et ils se disent, mais c'est pas avant l'éveil, j'ai d'abord eu le réveil. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Je te l'accorde, parfois dans la souffrance, parfois dans la perte, mais on n'est jamais meilleur que dans les épreuves, hein, difficiles, finalement. On ne se transcende pas dans le bonheur, hein, on se transcende dans le chagrin. Tu dis que les signes, c'est le bouffon du roi. Pourquoi? Ouais, c'est le bouffon du roi parce que c'est d'abord parce que ça fait un petit lien avec l'humour. Moi, je suis toujours absolument fan de l'humour dont l'univers est pourvu pour parfois nous montrer des choses évidentes. Et le bouffon du roi, c'est celui qui se permet, alors que la cour, tu vois, on est encore à l'époque du tu vas être en vie ou tu vas mourir. Et le bouffon du roi, c'est celui à qui on permet tout finalement, parce qu'il endosse le costume de celui qui va divertir. Mais divertir au sens étymologique, tu sais que je peux pas m'empêcher avec ma formation, c'est changer de direction, montrer la direction à suivre. Donc finalement, à travers son amusement et ses pitreries, il vient te montrer quelque chose de toi de fort. C'est comme dans l'humour d'ailleurs. On dit toujours que dans la caricature, dans le trait, il y a toujours un fond de vérité, mais c'est exactement ça. Un signe, finalement, il arrive sans que tu n'y prennes garde. Tu trouves ça ridicule sur le moment, parfois scénarisé. Tu dis, mais non, c'est pas possible. Surtout quand on l'explique aux autres, on se sent un peu des fois dépourvu d'arguments. C'est comme quand tu essaies d'expliquer une bonne blague à quelqu'un qu'on t'a raconté, ou un humoriste. On est mauvais, on n'arrive jamais. Ou essaye de raconter un film qui t'a plu, et là on est les plus mauvais orateurs du monde. Ah oui, on dit mais à un moment c'était bien. Les gens te disent mais qu'est-ce qu'on s'en fout que c'était bien, parce que ça a résonné pour toi et que c'était intime et personnel. Un signe, c'est intime et personnel, c'est indicible et irracontable, parce que il y a une dynamique sacrée qui se crée entre le signe et toi. Va essayer de raconter la foi. C'est impossible. Mais alors, tu mets sous signe les rêves, les synchronicités, les prémonitions, les déjà-vus. On parle beaucoup de synchronicité. Pourquoi ne pas parler directement de synchronicité et plutôt de signe? Parce que pour moi, une synchronicité est une manifestation sémiologique parmi d'autres. Ça aurait été trop réducteur que de ne parler que de synchronicité, puisque en général, et pour accompagner mes consultants depuis tant d'années dans leur contact avec les défunts, c'est dans les rêves, dans un premier temps, que les défunts se manifestent. Et pour moi, le premier outil sémiologique, c'est le songe. Moi, je l'ai appelé le songe pour le distinguer du rêve, parce que dans le mot songe, déjà, c'est le côté qu'utilisaient les romantiques, hein, pour parler du sommeil. C'est déjà une première trace sémiologique. Pour moi, la synchronicité, c'est une sous-catégorie des signes. Voilà. Donc, comment tu définirais une synchronicité? Une synchronicité, je dirais que c'est l'utilisation du timing dans notre outil terrestre pour une manifestation sémiologique. Donc là, c'est une deux personnes avec une casquette qu'on croise dans une rue, c'est une coïncidence. Une seule personne qu'on croise avec une casquette, mais qui était la même que celle que portait notre grand-père décédé quelque temps avant, c'est une synchronicité. Donc il y a non seulement une idée de timing, mais aussi une idée de sens immédiat. Voilà. Mais on utilise le timing pour ça. C'est dans le songe. Donc encore faut-il la reconnaître, cette synchronicité. C'est ce que tu nous dis, finalement, on a des signes de partout, tout autour de nous, même ceux qui viennent te voir et qui disent mais non, mais ce défunt m'a surtout pas donné de signe. Et en fait, tu parles de ce Michel, cette dame qui vient parler à ce Michel, et en fait, il reçoit carrément un SMS. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des signes par SMS aussi. Mais bien sûr, parce que... Tu en as reçu d'ailleurs.
Bah, il s'adapte à notre technologie, il s'adapte à l'invisible s'adapte à nos outils aujourd'hui. Et nos outils, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On passe notre journée sur notre téléphone, sur notre ordi, donc ils se sont adaptés à nos outils, à nous. Et puis en plus, ils adorent les champs électromagnétiques, donc bah, ils adorent surfer sur l'électricité, l'eau. Enfin, ce sont des conducteurs efficaces pour eux. Donc il n'est pas rare d'avoir des traces sur les réseaux sociaux ou dans les ordinateurs, dans les téléphones. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ouais. Pour les SMS, donc en lien avec ta maman que tu as perdue en 2004, tu as reçu Exactement. un SMS aussi, Ouais. non? Oui, alors ce qui était extraordinairement drôle, pour le coup, c'est que c'était l'objet d'une boutade dans ma famille. Ma mère était, alors là pour le coup, absolument pas 2.0. Et à chaque fois qu'elle envoyait un SMS à quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui le recevait. Donc mon frère me disait tant, maman t'a envoyé un SMS, elle n'y arrivait pas en fait. Voilà, le premier de la boîte de réception, c'est celui qui recevait le message. Donc ça faisait d'autant plus sens qu'elle m'envoie ce SMS, tout en sachant que j'allais tout d'abord dire quoi? Pour une fois, le SMS est arrivé au bon destinataire. Donc c'était, tu vois, il y avait une double connotation là-dedans. Non seulement utiliser un outil dont elle n'était pas friande, mais en plus quelque chose d'impensable avec un numéro qui n'avait absolument, parce que tu peux imaginer que j'ai passé des jours et des jours sur les pages jaunes Internet pour essayer de trouver ce numéro qui au final n'existait pas. Voilà, là, concrètement, j'ai appelé tous les services. Je pensais que c'était un indicatif de l'étranger. Enfin, j'ai tout supposé, mais ce numéro n'existait Et pas. son message Était joyeuse Pâques à tous les trois, maman qui vous aime. Et voilà, alors ma mère voilà, était dans les contradictions, elle était absolument agnostique, détestait tout ce qui était religieux, mais elle adorait Noël et Pâques. Et Pâques, elle nous le fêtait comme un petit Noël, en fait, on avait des cadeaux, etc. Donc Pâques, c'était une période qu'elle adorait aussi. Donc je savais que fêter Pâques, pour nous, c'était plus que la valeur pascale, il y avait une véritable valeur familiale qui prenait tout son sens dans le est SMS. joyeuse et de cadeaux aussi. Exactement, c'est exactement ça. Tout à fait. Mais ça a été douloureux cette période-là, ça a duré longtemps, ton deuil de passer. Oui. Je veux dire, parce qu'à un moment, tu parles aussi du fait que des gens qui viennent te consulter, tu essayes de détecter assez rapidement où ils en sont par rapport à leur chagrin, parce que finalement, la communication peut être un peu plus difficile Exact. entre les défunts et les personnes qui viennent pour recevoir cette communication. Comment toi, ça a mis du temps avant que cette communication s'installe pour toi? Ou qu'est-ce qui a été Alors, déclencheur? Comment tu c'est l'as ça. vécu? En fait, les signes sont arrivés très très rapidement parce que je l'ai demandé. En fait, voilà, ouais, je l'ai demandé parce que moi j'étais nourrie depuis enfant par ces perceptions, ces facultés dont j'ignorais tout, puisque j'avais aucun bagage ni spirituel ni religieux. Donc je me suis retrouvée avec quelque chose de beaucoup trop lourd à porter pour moi. Et à partir du moment où elle est décédée, il y a eu ce moment de la chambre funéraire que j'ai trouvé un moment absolument glauquissime, pas pour le fait de voir sa mère reposer dans un cercueil, mais parce que j'ai compris à ce moment-là, en la voyant, qu'il n'y avait plus personne. Là, j'ai vraiment eu cette distinction immédiate entre le corps et l'âme. Je n'avais pas visuellement compris ce que c'était qu'un un corps terrestre sans habitation de l'âme. Et je me suis dit, bah, puisque tout le monde laissait tu sais, on laisse des offrandes, des fleurs, des machins, des trucs dans le cercueil. Alors moi, je trouvais ça d'un ridicule absolu. Je me dis, mais Enfin, en plus, on vient d'une famille très modeste, donc posséder quelque chose chez nous, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose dont on faisait étalage. Et je me suis dit, bah, je vais lui laisser une lettre en lui demandant que si tout ce que je vois depuis toujours et ressens est faux, qu'elle me le dise, ou à contrario, qu'elle se manifeste tout de suite, parce que bah, je suis peut-être folle. C'était ça, hein, vraiment le postulat de départ, c'était ça. Donc je pense qu'elle a senti d'un côté l'urgence de se manifester pour me conforter dans tout ça, mais comme tu l'as dit très très bien, après l'être humain fait son chemin de deuil, et ça c'est encore autre chose que dans la gestion des émotions. Moi je dis très souvent que la première année de deuil, je l'ai passée en pilotage automatique, c'est-à-dire que je serais incapable de te dire réellement où je suis allée, ce que j'ai fait. Je me rappelle être allée en Tunisie, je me rappelle juste d'un bout de sable, un coin de sable dans ma tête, mais mon corps était
était là, mais mon esprit n'était pas là. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes consultants qu'il faut être en accord entre la gestion de son émotion qui nous prépare et qui nous déleste complètement pour la réception d'un message et d'un contact avec nos proches. Évidemment que ça prend du temps. Et selon évidemment nos histoires personnelles, parfois on ne fait jamais son deuil aussi. Je rencontre des gens qui ne feront certainement jamais leur deuil. On t'a dit que ça allait mettre plus de 20 ans pour toi? Ouais, mais ça m'a mis en colère, hein. Je- Là, ça a été hors de question. Ouais, mais ça a été un très bon, en fait, ça a été un très bon déclencheur parce que j'ai voulu, je me suis dit, bon, bah, si j'accompagne les autres, il faut donc évidemment, que je m'occupe de moi et que je m'assure que mon deuil, lui, est clôturé, que je peux être à même d'accompagner les autres. Je me suis lancée dans la thérapie lacanienne. Je me suis dit, allez, on y va, hein, et en fait, bon, évidemment, comme j'aime parler, la première, je pense que je pense que ça va parler à plein de gens. La première séance, on se raconte, mais on se raconte comme si on se mettait en scène, hein. On est complètement dans, on s'écoute parler. Moi, j'étais très contente de moi, hein. Je m'écoutais parler. Je me suis dit, waouh, très belle phrase. Bon, j'étais pas du tout dans le profond des choses. Et quand je me suis relevée, j'avais rien demandé au thérapeute et il me dit 20 ans. Alors, je lui dis 20 ans quoi? Condamnation. Allez, je dis alors donc j'ai pris 20 ans avec vous sans remise de peine, etc. Ça sera le temps de mon deuil. Et là je me suis dit mais non. Et si j'ai envie d'être bien dès demain, moi, qu'est-ce qui va m'empêcher finalement d'être bien dans mon parcours de deuil et d'aller mieux? Et je crois qu'il m'a rendu un fier service parce que je me suis refusée à partir de ce moment-là de mettre 20 heures pour faire ce deuil. Voilà. Ouais. Tu parles de la loi de la polarité, des différentes lois universelles à un moment. En quoi c'est lié la loi de la polarité avec comprendre les signes et les voir et... C'est surtout lié justement dans cette notion de bien et de mal, de lumière et d'ombre. On a souvent l'impression que c'est que dans la lumière qu'on va percevoir au mieux les choses, mais c'est pour expliquer que non, justement, nous sommes dans cette loi de la polarité et que si nous sommes sur Terre, c'est pour nous appuyer justement sur le registre céleste et inversement, l'un et l'autre ne coexistent pas indépendamment et j'explique aussi à mes consultants que il faut plonger dans l'œil du cyclone, donc dans les ténèbres, pour pouvoir voir ressurgir les lumières. Et j'aimerais te dire que l'être humain n'avance qu'avec des pétales de rose et des jolies nouvelles, mais ce n'est pas vrai. Et la mort, le décès ou une épreuve de vie, je considère ça à la fois comme le deuil, comme un cadeau et un fardeau. Voilà, il y a vraiment, pour moi, c'est ça la polarité. Le cadeau, non, le fardeau, c'est le chagrin qu'on va toujours porter, le manque, l'absence, la mélancolie. Mais le cadeau, c'est tout ce qu'on va faire et qu'on n'aurait jamais fait si cette personne n'était pas partie, si on n'avait pas perdu notre travail, qu'on s'était pas fait virer, si cette personne ne nous avait pas quittés. Bon, le cadeau, on le voit pas tout de suite. Mais je suis ravie, moi, mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir écouter mes consultants me dire, mais quelle chance ça a été dans ma vie que d'avoir ce drame. Bon, faut déjà être... Tu sais que j'ai plein de gens et plein de femmes qui me disent « Je remercie mon cancer ». J'en ai plein. Et je trouve ça d'une sagesse infinie et je sais qu'elles ont déjà énormément cheminé quand elles viennent me dire ça. Mais j'en ai tellement qui me disent « Mais je dormais, j'étais en sommeil, j'étais perdue, je faisais quelque chose qui me plaisait pas dans une vie fade. Il a fallu malheureusement ça pour me réveiller. » Ouais. Ouais. Et tu oses, hein, tu dis directement que tu as dédié ta vie à la spiritualité. Tu parles de rencontres de famille d'âme, de contrats d'âme, de toutes ces choses qui peuvent être créées, je veux dire, avant même de s'incarner sur Terre. Ouais. Donc pour toi, cette relation à ta maman était une relation d'âme sœur, de quel ordre, je veux dire, était-elle et pourquoi elle est venue là finalement dans ta vie et quelles sont, enfin de manière générale, hein, qu'est-ce que pour toi la famille d'âme? Pour moi, il y avait deux choses dans notre rapport à l'une et à l'autre. D'abord, un thème sur, évidemment,
j'imagine, l'accouchement de ma vie de médium et spirituel, c'est-à-dire dans son total agnosticisme, très certainement, tu vois, voilà, la loi de la polarité, c'est-à-dire moi me conduire certainement plus rapidement dans la lumière. L'amour des livres et de la lecture, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu cheminer, apprendre, ça c'est ce qu'elle m'a appris. Mais la deuxième grande mission, c'était la mission des femmes, hein, puisque l'histoire des femmes de ma famille n'est quand même pas très joyeuse. Toutes les femmes avant moi se sont suicidées quand même, hein. Elles ont mis fin à leur jour, ma mère y compris, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Donc je crois que je me suis posée là pour dire, je sais pas, bêtement, tu vois, il fallait qu'il y en ait une qui lève le doigt en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller relever le défi de se dire, moi je serai celle qui va finalement célébrer la vie en côtoyant la mort, parce que bah oui, ça a été, je crois que c'est ma mission principale. Et moi, la mort, elle m'a touchée évidemment le plus durement du monde. Et je crois que c'était ça notre contrat à toutes les deux. Voilà, essayer de travailler cette partie féminine et sacrée que les femmes de ma famille n'ont pas eu la chance ou le recul nécessaire. Bon, la mission est lourde, hein, mine de rien. Ouais. Mais je l'embrasse quand même. Ouais. Bonjour. Heureusement Je- qu'elle est là pour aider, je suppose qu'il y a son aide au quotidien maintenant. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu dis c'est pas du courage finalement que ça nous demande, mais c'est grâce à cette colère que ça a pu se transformer, c'est ça? Oui, oui, je pense que Parce qu'on a l'impression, enfin on dit souvent qu'on est des âmes courageuses quand même, de faire face à tout ça et de décider de transcender ce que nos ancêtres ont peut-être pas pu faire. absolument. J'adore le livre de Robert Schwartz pour ça d'ailleurs, que j'avais découvert grâce à une de tes interviews d'ailleurs. Âme courageuse. Quels sont les grands défis de notre vie? Moi, ce livre a été une révélation pour moi, en effet, dans les grandes épreuves qui nous attendent. Et je suis d'accord avec le mot courage parce que il en faut. Et moi, je trouve que c'est ce qui me touche infiniment chez les gens que je rencontre. Chacun à son niveau, à un moment donné, fait ce qu'il peut et fait preuve de courage. Déjà, rien que d'avoir choisi notre incarnation parfois. J'ai envie de saluer les gens en disant ah oui vous avez mis la barre haute hein, vraiment dans ce chemin d'épreuve tu sais comme si les gens souvent j'aime caricaturer mettre de l'humour en disant moi je veux régler 3 karmas d'un coup, mettez-moi tout sur le dos, on y va, c'est parti. Je leur dis donc c'était chaud hein, d'accepter tout ça et les gens me disent avec humilité oui là peut-être que quand même je me suis un peu Ouais. emballée et là j'ai du mal mais bien sûr. Non, mais c'est intéressant ce que tu soulèves là, parce que souvent on a des grandes intentions, on a des grands souhaits, on Ouais, souhaite, et puis ensuite bah, on s'embarque dans les défis qui accompagnent finalement d'aller vers ces intentions-là, et là on se dit, ah non, 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 mais attends, c'est trop. Est-ce qu'on oui. a moyen de, pas monnayer, mais de négocier avec l'univers, avec... Ouais, moi j'ai découvert ça avec Michael Newton, que tu connais peut-être. C'est le seul dans toutes mes lectures qui aborde justement l'énergie avec laquelle l'âme va partir en fonction de la tâche terrestre qui va lui être impartie. J'ai adoré ça parce que parfois l'âme courageuse dit oh mais non pour valider ça et là j'aurai une perte et là je devrais vivre ça. Bon c'est très bien, je vais partir avec 70%. Tu sais comme quand tu pars en randonnée avec ton sac à dos. Non mais 2 jours de bouffe ça va aller. 3 litres d'eau et en fait en cours de route l'âme se rend compte qu'elle a tout à fait sous-estimé ce qu'elle allait devoir soulever, ce qu'elle a déjà vécu, les gens et les âmes sœurs dont elle va s'entourer, ce qu'elle va devoir par corrélation vivre et dans tous les recueils de Michael Newton il y a ça, il y a l'âme qui revient et qui dit j'ai été épuisée, j'ai pas pu, j'avais pas assez d'endurance, je suis partie, j'ai usé tout de suite mon énergie trop vite, je n'ai pas été assez endurant. Et je trouve que l'idée, elle est très très juste. Parfois, je crois que l'âme s'en va en disant, allez-y, je sens que je vais pouvoir totalement, vraiment dépasser mon épreuve terrestre. Et certains n'y arrivent pas. Voilà. Ce Et elle qui, part justement quand elle a fini ou elle a tout accompli, parce que certains disent qu'elles partent les âmes au moment où quelque ouais, part ils ont tout la accompli. mission est accomplie complètement, où il y a une Ouais, lassitude des fois aussi. Hein, Wayne Dyer, je l'ai vu avec lui, c'était une lassitude. ouais,
Ouais, et il y a aussi, une fois que tu as tout accompli, bah, tu reviens pour les autres. Tu reviens peut-être aussi pour les aider. Il y a tellement d'âmes qui s'incarnent pour les autres. Je rappelle que c'est juste le rôle du prophète en soi. Le prophète, dans son étymologie, c'est le messager, c'est celui qui est là pour, pas pour vivre sa propre incarnation terrestre, mais pour éclairer et être des enseignants, des grands enseignants du monde. Et on n'a pas besoin de s'appeler Jésus ou Moïse pour être un prophète. Il y a des prophètes à tous les coins de la rue qui vont, pardon pour ce que je vais dire, mais un enfant handicapé qui arrive dans une famille est en soi un petit prophète. Il n'est peut-être pas là pour éprouver lui-même cette existence terrestre difficile, mais pour éveiller une famille à peut-être un enseignement. Alors quel dur enseignement, je pense évidemment à tous ceux que j'accompagne dans ces épreuves-là, mais ce sont des grands enseignants Oui. pour. Ouais, Tu parles à un moment aussi des morts-nés, de deuil prénatal ou autres, comme tu en fais exactement. référence comme des anges, parce que tu abordes le sujet des anges quand même, Ouais. des archanges, des guides. Donc il jouerait le rôle d'ange. Absolument. Pour moi, ce sont des êtres hautement supérieurs qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux et qui viennent par amour dans leur famille d'âme bah, les éclairer davantage ou leur enseigner des choses ou dans un sens du sacrifice aussi pour eux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais beaucoup de mamans qui perdent un enfant me disent ça, c'est une phrase qui me touche infiniment. Je suis tellement heureuse de l'avoir connu 6 années, 7 années, 8 années, parce que à travers cet enfant, il y avait un grand sage. C'est-à-dire qu'on leur donne quelque chose de particulier à ces enfants qui partent tôt, c'est-à-dire un éveil particulier, une maturité particulière. Ça, c'est un grand trait D'ailleurs, commun. dans les propos, dans les échanges que tu as avec eux, parfois les parents sont eux-mêmes surpris de la sagesse qui est dans ce petit corps. Souvent, on Oui. n'associe pas Non. un fœtus ou un petit enfant ou un bébé avec une telle sagesse, alors que si, même, on pourrait tous. Exactement, c'est exactement ça. Encore la semaine dernière, j'ai une maman qui venait de faire une fausse couche, qui est venue me voir et qui avait besoin de parler avec cet enfant qu'elle avait perdu. Et elle était dans une culpabilité terrible. Et cet enfant arrive et lui dit, mais tu n'as pas. Donc elle a eu des problèmes de santé, donc elle s'en voulait énormément d'avoir même pas été négligente, mais en tout cas d'avoir été trop faible. Et cet enfant vient lui dire, mais maman, je t'ai sauvé la vie à toi. Il y avait un choix à faire entre toi et moi. Si j'étais restée jusqu'au bout, c'est toi qui serais partie. Et je viens te dire aujourd'hui que toi et moi, on a choisi d'abord de vivre ça ensemble, mais surtout, je te laisse là parce qu'évidemment, cette dame avait une petite fille déjà, elle avait une famille, et c'était un formidable message d'amour finalement. Elle n'avait jamais vu les choses comme ça. Et après, elle s'est renseignée auprès de ses médecins, son gynéco, qui lui avait quand même omis de lui dire que elle aurait pu aussi largement laisser la vie. Ouais, bien sûr. Parce qu'on dit souvent que les thérapeutes attirent ce dont ils ont besoin, ce que eux-mêmes sont en train de traverser pour quelque part le guérir. Est-ce que tu l'as vu toi aussi de maintes et maintes fois Parce que c'est Bah, pas rien quand même d'être médium. non, c'est surtout que, et ça je l'ai compris au fur et à mesure de cette belle mission, tout ce que tu n'as pas réglé toi-même, l'univers va te mettre tes consultants qui vont avoir, comme par hasard, des histoires synchronistiques ou bien des petits clins d'œil ou des thématiques, celles que tu n'auras pas encore bien traitées. Pour moi, c'est un formidable miroir sur les thèmes que je dois encore moi travailler à titre personnel parce qu'on ne peut jamais arrêter de travailler sur soi. Eh ben ouais, quand on se dédie aux autres, il faut quand même déjà être son premier socle de travail, sinon c'est pas possible, c'est pas possible. Mais comment se sentir légitime à ce moment-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je veux dire, il n'y a pas de diplôme de la Non, médiumnité, ou il y en a, bon, il y a des universités, il y a des formations, etc., qui existent aux États-Unis, en France ou autre, mais je veux dire, comment se sentir légitime? Surtout après, comme tu l'as fait, passer ce cap, exactement, mais c'est avec ça, les je suis assez diplômes, et là, dans un coup, plus de zéro diplôme. diplôme, et en plus reconnu sociétalement parlant, et puis vu comme une saltimbanque du jour au lendemain, ça a été violent. Eh bien, encore une fois, et tu l'as dit très bien tout à l'heure, de façon purement empirique.
défunt, contact, preuve de survivance, détail. Voilà, en fait, j'ai agi de façon complètement empirique à chaque fois. Je ne connais pas cette personne, elle ne me connaît pas. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je dois délivrer? Est-ce que ça colle? Voilà, en fait, ça a été vraiment comme un test répétitif. Et c'est ce que je fais chaque jour. Il n'y a pas un matin où je me lève et où je me dis, oh, c'est tout acquis, ça y est, je suis dans mes petits chaussons médiumniques. Je repars à zéro tous les jours. Ce qui évite déjà le confort qui pourrait sous-entendre ce qu'on ne doit jamais faire, lecture froide, psychologie, etc. Moi, je me mets dans mon exercice médiumnique et donc, c'est ma grande chance, je trouve. Le médium disparaît de lui-même. Tu vois, en fait, je suis obligée de prendre un recul avec moi-même, puisqu'à ce moment-là, ce n'est plus moi qui communique. Moi, je ne sers que de lien de passage et ça me permet justement de mettre au placard mes émotions, ma subjectivité et surtout l'interprétation. Puisque avec 3 images, on a envie de faire un rébut, mais un rébut qui colle avec ce que nous, on a envie de dire. C'est surtout ce qu'il ne faut jamais faire, c'est d'avoir l'humilité de donner le message tel qu'on le reçoit et pas de l'agrémenter, je sais pas moi, d'une jolie image poétique, etc. Jamais. Mais Jamais, qu'est-ce jamais. qui fait que c'est une bonne médium ou un bon médium et un qui ne l'est pas? Parce que des fois, on a l'impression que c'est un rôle qui est joué par certains ou qui nous mettent bout à bout des informations, ils tâtent le terrain. Alors que, pour en avoir côtoyé certains, il y a vraiment un débit que je trouve qui est là, sinon présent, ou quelque chose. Je veux dire, comment toi tu le vois, qui pratique, ou comment tu le pratiques Moi, je suis là pour... euh, déjà, moi, j'ai réussi ma mission quand, au-delà de ce que le consultant attendait de moi, j'ai réussi à donner le message que le défunt voulait faire passer. Et souvent, il est différent de celui que mon consultant attendait. Et c'est là où je me dis que je n'ai pas été dans la complaisance d'un message attendu, mais dans tu vois, le fait de délivrer un message qui va certainement aller au cœur des choses, au cœur d'un deuil ou au cœur d'une relation qu'ils avaient jadis. C'est ça, moi, ma mission. En fait, je suis une chercheuse de vérité, finalement. Et c'est ça. Et bien évidemment qu'au-delà de ça, une maman qui sourit parce qu'elle a eu un signe tangible de son fils, une famille endeuillée qui tout d'un coup se met à sourire ou rire parce qu'ils me disent ah bah oui c'est exactement sa façon de parler. Moi ça c'est une mission réussie pour moi parce que j'ai réussi à restituer un peu d'authenticité dans le lien qu'ils avaient ensemble jadis et qui n'est pas toujours à leur avantage, hein. Ce matin, j'étais encore en consultation avec une dame et je lui dis écoutez, votre grand-mère, elle me parle, je comprends rien. Je lui dis elle a un espèce d'accent patois, un peu populaire, etc. Elle me dit oui, elle était agricultrice dans la Mayenne et donc bah, elle articulait rien du tout comme elle parlait. Et donc voilà, je crois que ça lui a permis de se dire ah bah oui, bon ok, c'est elle. Et elle aurait parlé comme Victor Hugo, on aurait eu un problème. Ouais, tu vois, on savait déjà qu'on n'était pas raccord. Et c'est ça qui est important en fait. Mais des fois, il y en a plusieurs qui se présentent, donc je suppose que c'est Oui. pas évident de savoir lequel va parler en premier. C'est vrai, mais je sais toujours que celui qui parle en premier et il y a surtout ce qui est assez probant, c'est que celui qui vient pour une bonne raison, parce que souvent, nous, on veut contacter celui qui, dans notre affect, compte le plus, mais certains viennent parce que ils sont en lien avec la problématique de mon consultant ou la question abordée. Ils ont une légitimité à le faire. Ouais. Ça, je trouve ça toujours, ce qui me laisse toujours à penser que s'ils viennent, du coup, c'est pas le désir, encore une fois, de mon consultant, mais une nécessité pour eux de venir. Et puis aussi, de remettre des mots sur des liens interrompus. Je parle pas des liens par la mort, mais parfois par des conflits de famille, par des incompréhensions, par les addictions, par les violences, enfin, tout ce qui fait que la vie humaine peut être brisée et ils ont besoin de réparer. Parce que c'est ça, c'est très important de le dire. Les gens disent, je ne sais pas, peut-être que je l'ai dérangé aujourd'hui en ayant des messages. Ah, ça c'est quelque chose qui est prégnant dans notre culture occidentale. C'est repose en paix, parce que du coup cette phrase, Et oui. évidemment, ben oui, marque tous les esprits, comme si là du coup on était en train de les déranger dans leur sommeil. Et je leur dis, mais non, ils ont absolument besoin de maintenant de travailler avec vous et de réparer ce qu'ils ont laissé
derrière eux, c'est-à-dire toute leur programmation transgénérationnelle auxquelles ils ont participé, comment ils ont interagi avec vous dans leurs erreurs, dans leur intransigeance, parfois dans leur violence. Et c'est important de réparer. Parce que tu nous dis finalement, tu nous dis, ils travaillent dur pour être en communication avec nous et pour nous donner des signes. Ouais, ils travaillent dur. C'est pour ça que je peux pas entendre ça parce que ils mettent tellement d'énergie à se manifester, à essayer d'être là, à faire des miracles en soi, que je n'entends pas que cette aide-là, qui est vraiment tellement substantielle, soit négligée. C'est pas possible pour moi. En 2 mots, cette interview pourrait durer des heures. Tu nous parles aussi des signes qu'on ressent à travers le corps, des nombres, les heures miroirs, les plaques d'immatriculation 555 222 111, c'est quoi ça? Exactement. Ça dépend de ton référentiel à toi. On a tous un chiffre qui nous parle, qui correspond à un référentiel ou familial, ou à un souvenir, ou à une vibration particulière. L'univers le sait, c'est ton univers référentiel à toi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en sert pour que ça soit le wagon du train dans lequel tu es, la plaque d'immatriculation quand tu es au feu rouge. Ça, c'est une façon de dire, on est là, regarde, on est déjà dans ton champ sémiologique à toi et on interagit comme ça. Ouais, bien sûr. Prémonition, déjà vu. Donc, prémonition, c'est vraiment des synchronicités finalement qui sont dans le futur, c'est ça? Exactement, une façon de se dire, mais j'ai déjà vécu cette situation, ou c'est aussi une façon, tu sais, c'est comme un petit bug. Alors, on parle de bug entre la mémoire courte et la mémoire longue, ça c'est ce que disent les scientifiques, mais c'est surtout que c'est comme si on faisait un petit coup de stabilo, un coup de fluo sur une situation. Parce que du coup, tu te dis, mais j'ai déjà vécu cette situation. Ça, c'est le déjà vu alors? Ouais, c'est le déjà vu, ça, tout à fait. C'est ça. C'est vraiment une façon de mettre en exergue un moment où tu te dis, mais cet instant-là, il est particulier parce qu'il me dit quelque chose. Et ça, c'est comme si on mettait l'accent. De le noter. Oui, exactement. Pourquoi est-ce que je vis ce moment-là? Pourquoi est-ce que y a une récurrence dans sa familiarité avec ce moment? C'est ça qui est important. Ouais. Donc tous ces signes, pour un peu finir cette interview, parce qu'il y a quand même combien de 300 et quelques pages, je crois, puis c'est pas écrit si gros que ça, il y a de quoi lire. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, de ces signes? Parce qu'on peut y aller un peu, des fois par moment dans nos vies, un peu trop dans ces signes, ça devient un peu, tu vois, on peut en trouver partout. Alors qu'est-ce qu'on en fait de... Je dirais... on en fait un nouveau langage. Parce que c'est ça, c'est un autre langage, mais c'est un langage universel. Et tu nous dis originel. Exactement. Pour moi, c'est le langage originel. Avant Babel et que les hommes soient dispersés aux 4 coins de la planète avec l'anglais, le français, l'espagnol, il y avait un seul et même langage qui était le langage de l'intuition qu'on a perdu. Et c'est un langage originel. Et ça, c'est un langage qui se communique quand on n'a plus les mots. Il y a tout autre chose. Donc, c'est tellement... Là, à l'heure où on apprend, on est obligé d'être polyglotte parce que le monde, évidemment, est très cosmopolite, mais on a ce langage-là qui est à portée de main et qui nous permet d'aller sur tous les plans différents. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de ne pas vivre constamment dans les signes. D'abord, il ne faut pas confondre signe et superstition parce que la frontière est très très mince entre les deux. Mais de dire, tu sais, c'est comme si tu posais une nouvelle intention en disant, écoutez, si vous avez des choses à me dire et si vous pouvez m'aider, je vous promets de regarder le monde différemment, ou plutôt de mieux le regarder parce que parfois on ne le regarde plus du tout, et on va communiquer ensemble différemment. Et ça, c'est cadeau pour moi. Merci beaucoup, Anne. Il suffit parfois d'un signe. Aujourd'hui, c'est cette vidéo qui est un signe. Là, il est fort à point nommé, hélas. Ouais. Chez Alba Michel, merci beaucoup, Anne. Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt, au plaisir de refaire une autre interview. Plaisir. Et n'hésitez pas, chers co-créateurs, co-créatrices, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Un livre aussi également passionnant à lire, rempli d'informations. Je le dis sincèrement parce que pour avoir fait pas mal d'interviews sur ce sujet, je trouve que c'est passionnant. Donc, merci Anne. Merci pour ce beau travail.